Niveau 1, Script Kitty. Tu télécharges ton premier outil de piratage depuis un forum dont l'interface semble dater de 1997. L'interface est moche, les instructions sont déroutantes et tu ne comprends pas la moitié de la terminologie. Pourtant, tu lances le programme sur le réseau Wi-Fi de ton voisin, car c'est ce que dit le tutoriel. Et lorsque le mot de passe Wi-Fi de ton voisin s'affiche soudainement à l'écran, quelque chose de fondamental change dans ta compréhension du fonctionnement du monde. Le mot de passe était Jennifer 1 1985. Tu ne l'as pas deviné grâce à ton talent ou à ton intelligence, c'est l'outil que tu as utilisé qui a tout fait. Analyser le réseau pour détecter des failles de sécurité dont la plupart des gens ignorent l'existence. Exploiter des vulnérabilités connues du grand public depuis des années, mais qui n'ont jamais été exploitées parce que personne ne s'en est intéressé. Et tu n'as pas besoin de faire d'efforts particuliers pour ça, il te suffit d'appuyer sur quelques boutons. Mais tu ressens déjà une étrange excitation rien qu'en appuyant sur les boutons. Car tu accèdes à quelque chose auquel tu ne devrais pas avoir accès. Tu as surmonté un obstacle qui t'empêchait d'entrer. La porte verrouillée s'est ouverte parce que tu as trouvé une clé qui traînait là et son propriétaire ne s'est jamais rendu compte que tu avais désormais cette clé. Tes amis pensent que tu es une sorte de génie. Tu les laisses croire cela, car la réalité est moins impressionnante que le scénario auquel ils croient. Tu es un script Kitty qui exécute des programmes que tu n'as pas écrits et qui exploite des failles de sécurité que tu n'as pas découvertes. Les vrais hackers, ceux qui créent les outils et trouvent les failles à exploiter, se moqueraient de toi. Dans leur monde, tu n'es qu'un touriste qui utilise leurs outils sans comprendre ce qu'ils font. Mais le tourisme peut se transformer en résidence. Tu commences à lire et à comprendre comment les systèmes fonctionnent réellement. Capture de paquets et protocole réseau, injection SQL et débordement de tampons. L'architecture des systèmes que tu attaques à l'aveuglette sans savoir comment ils fonctionnent. Chaque concept ouvre la voie aux autres. Un torrent d'informations qui te fait prendre conscience de tout ce que tu ignores. Tu apprends à coder parce que le codage fait le lien entre l'utilisation d'outils et leur conception. Tu commences par apprendre Python, car tout le monde débute la programmation avec Python. Ensuite, C, car pour comprendre la manipulation de la mémoire, il faut d'abord comprendre la mémoire. Ensuite, l'assembly, car c'est là que le logiciel rencontre le matériel et que se trouvent les failles les plus fondamentales et les plus graves. Les forums sont généralement créés par des universités. Des étudiants anonymes, sous des pseudonymes, s'échangent des connaissances. Les informations sont librement partagées afin d'être mises à profit, car les informations accumulées sont des informations perdues. Tu poses des questions qui révèlent ton ignorance sur le sujet et tu reçois des réponses qui t'aident à la réduire. La communauté est intransigeante face à l'ignorance, mais généreuse envers la soif d'apprendre. Tu trouves cela étrange quand on te pose 2 fois la même question. En revanche, quand tu poses une bonne question une seule fois, tu obtiens des informations plus pertinentes que celles que tu pourrais trouver dans n'importe quel manuel scolaire. Le premier exploit original est d'une simplicité embarrassante. Il s'agit d'une application web qui ne valide pas les données saisies et permet une injection SQL via un formulaire de contact. Cette faille de sécurité existe depuis des années sur ce site web. Tu n'es pas le premier à l'avoir découverte, mais tu l'as trouvée toi-même grâce à ton propre scan, et c'est ce qui compte pour toi. La base de données se déverse sur ton écran sous forme de texte. Nom d'utilisateur, adresse email, mot de passe haché que tu reconnais immédiatement comme étant en MAD5, ce qui signifie qu'ils sont pratiquement sans hachage pour quiconque dispose d'une table arc-en-ciel. Données clients, informations de paiement, identifiants administrateurs. L'entreprise a fait confiance à ses développeurs et ceux-ci ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Tu ne fais encore rien avec ces données. Pas pour l'instant. Le simple fait d'y avoir accès est déjà une réussite. Tu es passé du statut de consommateur à celui de producteur, d'utilisateur à celui de créateur. Les outils que tu utilisais auparavant avaient été conçus par des gens exactement comme toi. Des gens qui, comme toi, sont partis de zéro et ont suivi exactement le même parcours d'apprentissage. Tu fais désormais partie de ce groupe. Les nuits tardives s'accumulent les unes après les autres. Tu perds des contrats
parce que tu ne parviens pas à te concentrer sur des tâches sans importance. Tes relations s'affaiblissent parce que tu ne peux pas expliquer ce que tu fais à des gens qui ne le comprendront pas. L'isolement te semble être la seule chose dont tu as besoin. Cette obsession te donne l'impression d'être ta raison d'être. Tu vas résoudre ce problème, mais avant de passer au niveau 2, abonne-toi à la chaîne. Si tu ne t'abonnes pas, je le verrai d'un seul coup d'œil, tu le sais, car je suis au niveau final. Niveau 2, travailleur indépendant. L'argent entre en jeu, non pas de ta propre initiative, mais à la suite d'un message envoyé par quelqu'un que tu as attiré par tes messages sur le forum. Une offre d'emploi formulée de manière vague, un test de sécurité pour une entreprise dont on ne sait pas si elle est agréée. Le paiement se fera en crypto-monnaie. Le travail se fera sous un pseudonyme. Tu n'es pas assez amateur pour dire oui tout de suite, mais tu n'es pas assez franc pour dire non. Tu fais des recherches sur le client, ce qui signifie utiliser les méthodes que tu as apprises pour remonter jusqu'à une identité à partir de traces numériques. L'entreprise est réelle. Les préoccupations en matière de sécurité peuvent être légitimes. La zone grise est clairement plus une zone grise qu'une activité clairement illégale. Tu acceptes le travail. La cible est l'infrastructure web d'un concurrent. Vous devez identifier et documenter les failles de sécurité. Que ces informations soient transmises au concurrent pour qu'il y remédie ou au client pour qu'il en tire parti, ce n'est pas votre problème. Techniquement, vous n'êtes qu'un chercheur en sécurité. La mission dure 3 semaines. Tu découvres 4 failles de sécurité critiques susceptibles de permettre le piratage de comptes, la fuite de données et l'interruption du service. Tu les documentes de manière professionnelle, comme si tu étais un expert en test d'intrusion légitime présentant un rapport d'entreprise. Tu reçois ton paiement. Personne n'est arrêté. Au cours de ce processus, l'enthousiasme se transforme en passion. Quant à l'argent, il ouvre des portes que la passion seule ne peut ouvrir. Un meilleur équipement, de meilleures ressources d'apprentissage, du temps pour te concentrer sur ce que tu aimes faire plutôt que de travailler dans des domaines qui ne te plaisent pas. Tu acceptes davantage de missions en freelance, toujours avec prudence, toujours sous un pseudonyme, toujours en préservant une déniabilité raisonnable. De la recherche en sécurité, rien de plus. À mesure que tu trouves des excuses, les remords s'estompent. Tu ne fais de mal à personne directement. Tu mets le doigt sur des problèmes qui, tôt ou tard, auraient été découverts même sans toi. Les entreprises que tu cibles disposent d'énormes services juridiques et d'assurance. D'une manière ou d'une autre, elles s'en sortent. Les personnes dont tu accèdes aux données ne sont que des abstractions, non pas des êtres vivants, mais simplement des noms d'utilisateurs et des lignes de texte. L'argent que tu gagnes est la récompense de tes talents rares. Sous cette identité anonyme, tu te construis une réputation, un travail fiable, des documents en règle, une communication professionnelle. Les affaires deviennent de plus en plus attrayantes et lucratives. Les portefeuilles de crypto-monnaies accumulent des soldes difficiles à justifier auprès des autorités fiscales. Tu maintiens la distinction entre ton identité en ligne et ton identité légale. Avec le temps, tu te retrouves pris dans un mensonge, tissé couche après couche, qui te semble de plus en plus naturel. La sécurité opérationnelle devient désormais un réflexe. Des VPN enchaînés à travers différents pays, des machines virtuelles qui ne laissent aucune trace sur le système principal, des canaux de communication qui chiffrent tout et effacent automatiquement les données. Tu apprends à envisager la possibilité d'être suivi avant même d'agir. Tu anticipes comment chacun de tes pas pourrait être surveillé. Tu prévois des voies de fuite avant même d'en avoir besoin. Votre mode de vie s'adapte à cette nouvelle réalité. Vous n'avez aucune présence sur les réseaux sociaux, aucune photo susceptible de permettre la reconnaissance faciale. Il n'y a aucun schéma que les algorithmes pourraient détecter et relier. Vous devenez un fantôme en ligne. Vous vous transformez progressivement en fantôme dans le monde hors ligne. Vous existez dans les interstices des systèmes de surveillance. Niveau 3. Expert.
Tu commences désormais à te spécialiser. Tout hacker finit par se spécialiser car le domaine est trop vaste pour rester généraliste. Certains choisissent les applications web, d'autres optent pour l'infrastructure réseau. D'autres encore se tournent vers la rétro-ingénierie matérielle et se concentrent sur les puces et les micrologiciels. Toi, tu choisis les systèmes financiers, les banques, les processeurs de paiement et les bourses de crypto-monnaies. Ce sont les cibles qui détiennent le plus d'argent et qui, par conséquent, disposent des mesures de sécurité les plus strictes. Pour y pénétrer, il faut comprendre non seulement la technologie, mais aussi la réglementation. Non seulement le code, mais aussi les processus de conformité. Les équipes de sécurité auxquelles tu seras confronté sont mieux financées et mieux formées que tout ce que tu as pu voir sur ScriptKitty. La première grande intrusion financière nécessite 8 mois de préparation. La cible, une banque de taille moyenne présente sur Internet. Pas assez grande pour disposer d'une sécurité de niveau mondial, mais suffisamment grande pour détenir de l'argent réel. Tu n'attaques pas directement la banque. Tu vises un fournisseur tiers qui fournit des logiciels de service client. Tu accèdes à son réseau et l'utilises pour atteindre les systèmes bancaires. La navigation latérale au sein du réseau interne de la banque s'apparente le plus à une expérience de jeu vidéo. Chaque système compromis ouvre de nouvelles possibilités. Chaque privilège acquis offre de nouvelles cibles. Tout en cartographiant l'infrastructure lentement et minutieusement, vous déchiffrez le système sans vous faire repérer. La base de données contenant les informations clients, les systèmes de transaction, les portefeuilles froids abritant les réserves de crypto-monnaies, tu ne sors encore rien. La découverte en elle-même est un produit à part entière. Tu vends l'accès à un intermédiaire qui ne te dira jamais ce qu'il en fait une fois l'argent encaissé. La distance est sciemment préservée. Ce qui se passe ensuite ne te concerne pas, l'important c'est l'argent qui suit la vente, ce qui change ta vie. Si ton objectif est de changer visiblement ta vie, cela signifie en réalité que tu n'es pas encore prêt. Car les dépenses attirent l'attention, et l'attention est précisément ce que tu cherches à éviter. Les crypto-monnaies attendent dans des portefeuilles protégés par plusieurs couches de confidentialité. Pendant que tu continues à vivre modestement, elles prennent de la valeur au fil du temps. Les compétences ne cessent de s'améliorer. Chaque intrusion enseigne des techniques qui pourront être utilisées lors de futures intrusions. À chaque intrusion, vous progressez davantage. Les schémas se répètent d'une organisation à l'autre. Technologie similaire, erreurs de configuration similaires, faiblesses humaines similaires. L'ingénierie sociale fonctionne aussi bien avec les employés de banque qu'avec n'importe qui d'autre. Les attaques par hameçonnage sont efficaces, même contre les professionnels de la sécurité, qui devraient pourtant en savoir bien plus, car les failles humaines ne sont jamais complètement corrigées. Tu développes un portefeuille de techniques qui fonctionne sans tenir compte d'une cible spécifique. Collecte d'identifiants à l'aide d'attaques par hameçonnage suffisamment détaillées et complexes pour convaincre même les utilisateurs sensibilisés à la sécurité. Des chaînes d'élévation de privilèges allant de l'accès de bas niveau au contrôle administratif. Des mécanismes de persistance contournant les redémarrages et les analyses de sécurité. Et même certaines procédures de réimagerie. La sécurité du secteur financier, malgré sa solide réputation, s'est avérée étonnamment inégale. Les grandes banques sont difficiles à attaquer, mais elles sont toutes liées à des fournisseurs plus faciles à pirater. Les processeurs de paiement sont protégés, mais pas les commerçants qui les utilisent. Les bourses de crypto-monnaies ont été construites par des développeurs qui connaissent la cryptographie, mais pas la sécurité opérationnelle. Chaque chaîne a ses maillons faibles, et c'est à vous de les trouver. Niveau 4. L'organisation. Parfois, travailler seul devient contraignant. Atteindre des objectifs plus ambitieux nécessite des équipes, des opérations coordonnées trop complexes pour une seule personne. Tu n'intègres pas un gang, mais un réseau, des experts qui se rencontrent sans se voir, uniquement pour des objectifs communs et qui sont liés entre eux par des liens souples. Ta mission, c'est cet accès initial. D'autres experts interviennent à différentes étapes, reconnaissance, persistance, élévation de privilèges, exfiltration de données, monétisation.
La division du travail permet la spécialisation. Au lieu d'être compétent en tout, tu deviens le meilleur dans un domaine. Les cibles ne cessent de grandir. Des entreprises du Fortune 500 dotées de centres d'opération de sécurité fonctionnant jour et nuit. Des sous-traitants gouvernementaux détenant des données confidentielles, même sur des réseaux non sécurisés. Une infrastructure sérieuse contrôlant des éléments auxquels tu préfères ne pas penser. Les réseaux électriques, le traitement de l'eau, les systèmes de contrôle du trafic aérien. Tu continues à te convaincre que tu ne t'intéresses pas aux produits qui seront obtenus à la fin de ton travail. Tu fournis l'accès. Ce qui se passe après, c'est l'affaire de quelqu'un d'autre. La spécialisation est aussi une distinction morale. Elle te permet de te concentrer sur les difficultés techniques sans avoir à faire face aux conséquences. Mais même si nous refusons de l'admettre, les conséquences sont bien réelles. Le ransomware qui s'est infiltré dans le système grâce à l'accès que tu as fourni a chiffré les systèmes hospitaliers pendant la pandémie, les rendant inaccessibles. Les données volées par ton intermédiaire sont utilisées sur des forums à des fins de fraude et de harcèlement. La banque dont tu as piraté les comptes clients ne détecte pas l'intrusion avant que ceux-ci ne soient évidés. Et ce sont ensuite les clients qui en font les frais. Tu as du mal à te justifier en dissimulant tes actes sous divers prétextes. Ce n'est pas toi qui installes le ransomware. Ce n'est pas toi qui vole les identités. Tu ne fais qu'ouvrir les portes. Ensuite, quoi qu'il arrive, ce sont les dynamiques du marché, l'offre et la demande, des problèmes qui existent indépendamment de tes actes. En réalité, tu pourrais t'arrêter. Tu as assez d'argent pour t'arrêter, mais au bout d'un certain temps, le travail prend le pas sur l'argent, ça devient une addiction. Résoudre des énigmes, relever des défis, la preuve de compétence que procure chaque intrusion réussie. Tu es doué pour quelque chose de difficile, quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre, quelque chose d'important, même si tu fermes les yeux sur les conséquences de ton travail. Les forces de l'ordre redoublent de vigilance. Des poursuites sont engagées contre ceux avec qui tu travailles et qui ne sont pas assez prudents ou assez chanceux. Dans ce contexte, le calcul des risques change. Les opérations sont moins nombreuses, mais plus importantes, visant des gains à la hauteur du danger accru. Tu travailles avec moins de monde et tu leur fais moins confiance. La paranoïa devient utile. Jusqu'à preuve du contraire, tu considères chaque nouvelle personne comme un agent fédéral. Tu pars du principe que chaque opération est surveillée jusqu'à ce que l'argent soit transféré. Tu élabores des stratégies de sortie pour les stratégies de sortie, des plans de secours intégrés aux plans d'urgence. Avec un tel niveau de risque, tu ne laisses rien au hasard. La difficulté mentale de maintenir une sécurité parfaite s'alourdit d'année en année. Peu importe à quel point cela devient difficile, tu garantis une sécurité parfaite, car l'autre alternative, c'est la prison. Tu suis l'actualité avec un intérêt professionnel. Les informations qui racontent comment d'autres se sont fait prendre. Les affaires qui révèlent quand les techniques que tu pourrais apprendre. Les peines qui te rappellent les conséquences auxquelles s'exposent ceux qui commettent les erreurs que tu prends soin d'éviter. Ces conséquences sont réelles pour les autres. Tu continues de croire qu'elles ne le seront pas pour toi. Niveau 5, fantôme. L'opération qui mettra fin à tout commence comme prévu. Une société de services financiers similaire aux innombrables entreprises qu'elle a déjà ciblées, une infrastructure que tu connais bien et des failles de sécurité que tu peux deviner. L'équipe planifie minutieusement l'intrusion, cartographie les voies d'attaque, prépare les outils et coordonne le timing entre les différentes phases. L'accès se passe sans encombre, tu es à l'intérieur du réseau. Tu observes, comme prévu, la prolifération de systèmes T-Twine mal segmentés et d'identifiants mal gérés. La voie vers la base de données est libre. L'exfiltration commence sans encombre. Mais quelque chose change. Tu tombes sur un piège auquel tu ne t'attendais pas. Des données qui semblent précieuses, mais qui n'ont servi qu'à surveiller celui qui les a récupérées. Les forces de l'ordre surveillaient cette entreprise, l'utilisaient tout comme appât et attendaient justement le genre d'intrusion que tu es en train de mener. Tu n'es plus seulement dans le système d'une entreprise financière,
mais dans un système qui fait partie d'un piège bien plus vaste. L'équipe fantôme se disperse. Les canaux de communication sombrent dans l'obscurité. Chacun met en œuvre sa propre stratégie de sortie. Tu appliques les procédures que tu as préparées depuis des années, mais que tu n'as jamais eu besoin d'utiliser. Détruis le matériel. Brûle les clés cryptographiques. Si la crypto-monnaie peut être tracée, fais-la passer par des mixeurs si complexes que sa traçabilité prendra des années. Efface toute trace d'identité pouvant être reliée à tes activités. Ton nom légal n'a aucun lien avec le pseudonyme que tu utilises. La séparation entre tes identités a assuré ta sécurité. De loin, tu observes que d'autres sont arrêtés, que les scellés des actes d'accusation sont levés, que les opérations sont dévoilées. Ton nom n'apparaît dans aucun document. Tu as été assez prudent, assez chanceux, ou les deux à la fois. Mais un contact étroit change tout. Pas d'un point de vue moral, pas d'un seul coup, pas par révélation, mais simplement d'un point de vue pratique. La récompense n'est plus menacée. Les potences qui te rendent pournes précieux pour les réseaux criminels sont les mêmes que celles dont la sécurité légitime a besoin. La transition est-elle possible? C'est possible si tu es prêt à accepter moins d'argent pour moins de risques. Tu montes une activité de conseil légal dans un nouveau pays, sous une nouvelle identité. Les formalités administratives prennent des mois. Ton parcours est encore plus long. Tu te construis un passé qui raconte ton parcours sans révéler d'où viennent tes compétences. Des certifications obtenues dans le cadre d'un travail légal. Des références professionnelles provenant des entreprises que tu as toi-même créées et qui t'ont délivré ces certifications. Des entreprises qui veulent savoir comment leurs clients vont se faire attaquer. Elles t'engagent sous contrat pour que tu les attaques en premier. Le travail est le même, à la seule différence des autorisations, des formalités administratives et des avocats qui veillent à ce que tout soit documenté et légal. La seule différence, c'est l'enthousiasme, un peu terne, mais le résultat est un défi intellectuel. Tu te retrouves à donner des conseils que tu ignores facilement quand tu en as besoin. Patcher vos systèmes. Formez vos employés. Partez du principe que vous serez toujours piraté et élaborez des plans pour détecter les intrusions plutôt que pour les prévenir. On ne peut s'empêcher de penser à l'ironie d'enseigner la sécurité à des gens qui vous arrêteraient s'ils connaissaient de votre passé. Ce passé vit probablement dans des archives cryptées auxquelles vous n'aurez sans doute plus jamais accès. La crypto-monnaie est stockée en cold storage, trop dangereuse à transporter. Comme un fonds de retraite que tu ne pourras jamais utiliser. Tes compétences ne s'émoussent pas avec la pratique légale, elles restent affûtées, tu pénètres dans des systèmes autorisés à te briser et tu trouves des failles de sécurité corrigées plutôt que de les exploiter. Tu lis des articles sur des opérations criminelles dont tu as mené la première phase, mais qui se poursuivent désormais sans toi. De nouvelles techniques, de nouvelles cibles, une nouvelle génération de script kiddies, devenus des acteurs spécialisés et organisés. Le cycle suit son cours, indépendamment de la participation de quiconque. Certaines nuits, tu penses aux systèmes hospitaliers piratés pendant la pandémie, aux patients dont les données ont été vendues, les comptes vidés de personnes qui ne peuvent se permettre de subir une telle perte, le coût humain des conséquences de ton travail abstrait. Mais réfléchir ne change rien à ce qui s'est passé. La culpabilité n'efface pas les dégâts causés. Tout ce que tu peux faire, c'est ne pas causer de nouveaux dégâts, ce qui n'est pas une rédemption, mais ça peut être quelque chose. Le travail légitime de sécurité continue. Tu protèges les systèmes contre des gens, exactement comme toi autrefois, motivés par les mêmes choses que toi, des gens qui, si on leur en donnait l'occasion, feraient les mêmes rationalisations. Tu les trouves, tu les arrêtes, tu documentes comment ils auraient pu réussir si tu n'avais pas été là. Parfois, tu reconnais les techniques que tu as développées, les exploits que tu as écrits, les schémas d'attaque que tu as perfectionnés. Les connaissances que tu as acquises pendant tes années de criminalité sont désormais utilisées par la nouvelle génération. Elles sont transmises, comme elles te l'ont été, via des forums, sous des pseudonymes anonymes. Tu te bats contre ton propre héritage.
Les revenus légaux sont bien inférieurs à ceux que tu gagnais par des moyens illégaux, mais ils s'accompagnent d'une absence de paranoïa. Ton esprit est moins fatigué, tu dors mieux. Tu voyages sans vérifier les accords de restitution. Tu noues des relations avec des gens qui connaissent ton vrai nom, ou du moins le nom que tu utilises Noise actuellement. Ta fortune en crypto-monnaie reste gelée, trop risquée à toucher. Un jour, les techniques de suivi des transactions sur la blockchain progresseront ou deviendront obsolètes. Tu pourras utiliser cet argent ou tu devras le regarder perdre toute valeur. Les deux issues sont acceptables, car le véritable enjeu n'a jamais été l'argent. L'ironie ne t'échappe pas. Mais l'ironie ne nécessite pas de solution. Tu continues simplement à travailler. Et tu t'abonnes à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine vidéo POV.